récit témoignage de l'écrivain italien Primo Levi, publié en 1947. C'est une petite maison d'édition qui publia ce témoignage d'un rescapé d'Auschwitz, dont le manuscrit avait été refusé par les éditions Einaudi. Pourtant, l'époque était aux documents, aux écrits de guerre. Réédité par Einaudi en 1956, le livre n'a cessé depuis de connaître le succès. Levi y raconte son arrestation le 13 décembre 1943 et son internement au camp de Fossoli, la violence et l'humiliation physique subies au cours du voyage et l'arrivée à Auschwitz, la présence obsédante de la cheminée, sans y ajouter d'informations dont il aurait pu prendre connaissance après coup. La progression de l'histoire correspond aux étapes du parcours, de la découverte de l'impensable à l'adaptation à un système au-delà du bien et du mal, illustré par la bourse de troc misérable, plus active que jamais sous l'effet de la nécessité, ou par l'infirmerie avec ce rituel qui oblige les malades, après la douche, à attendre nus et mouillés dans le froid devant la porte. Plus rien ne nous appartient. Ils nous ont pris nos vêtements, nos chaussures et même nos cheveux. Si nous parlons, ils ne nous écouteront pas, et même s'ils nous écoutaient, ils ne nous comprendraient pas. Ils nous enlèveront jusqu'à notre nom, et si nous voulons le conserver, nous devrons trouver en nous la force nécessaire pour que derrière ce nom, quelque chose de nous, de ce que nous étions, subsiste. Chaque chapitre se développe et s'ordonne autour d'une situation dominante, selon le procédé qui sera utilisé dans le système périodique. Ainsi, le travail, le partage entre naufragés et rescapés à travers quelques portraits incisifs, l'infirmerie qui apporte le répit mais où on entend le chant des prisonniers, musique infernale de l'extérieur, la voix du lagère ou encore la corvée avec Piccolo, pendant laquelle Levi cherche désespérément à traduire à ses compagnons le chant d'Ulysse dans la Divine Comédie. C'est au début de l'hiver 1944 que Levi, passé au travers de la sélection d'octobre et affecté au laboratoire de l'usine de caoutchouc, commence à écrire. Parce qu'il aide à garder la mémoire de son être d'homme, ce geste d'écrire, au risque de sa vie, a une vertu réparatrice. Témoigner avant tout pour soi, opposer un miroir aux images de vermine que l'ordre concentrationnaire sans cesse impose et multiplie. Mais au moment de la rédaction finale, après la libération, le destinataire n'est plus seulement le représentant du monde civilisé. Il est l'autre tout court, celui que le hasard a placé ici plutôt que là, l'ayant ainsi prédestiné à ne pas connaître la malédiction d'être né. Il faut aussi rendre aux mots leur fonction référentielle que le discours nazi avait corrompu et dévoyé. Mais nous ne savons pas où nous allons. Peut-être pourrons-nous survivre aux maladies et échapper aux sélections. Peut-être même résister au travail et à la faim qui nous consume. Et puis, ici, momentanément, à l'abri des avanilles et des coups, il nous est possible de rentrer en nous-mêmes et de méditer. Et alors, tout nous dit que nous ne reviendrons pas. Nous avons voyagé jusqu'ici dans des wagons plombés, nous avons vu nos femmes et nos enfants partir pour le néant. Et nous, devenus esclaves,
Nous avons fait 100 fois le parcours monotone de la bête au travail, mort à nous-mêmes avant de mourir à la vie, anonymement. Nous ne reviendrons pas. Personne ne sortira d'ici qui pourrait porter au monde, avec le signe imprimé dans sa chair, la sinistre nouvelle de ce que l'homme à Auschwitz a pu faire d'un autre homme. Quant au songe à l'inscription qui trônait à l'entrée d'Auschwitz, le travail rend libre. Aucune haine, aucun excès dans l'écriture de Primo Levi. L'excès est dans les faits. Personne ne peut oublier les photos en noir et blanc de prisonniers en tenue rayée, derrière les barbelés, entourant les camps nazis, comme sur la couverture de ce livre témoignage. Nous sommes descendus. On nous a fait entrer dans une vaste pièce nue, à peine chauffée. Que nous avons soif. Le léger bruissement de l'eau dans les radiateurs nous rend fous. Nous n'avons rien bu depuis 4 jours. Il y a bien un robinet, mais un écriteau accroché au-dessus dit qu'il est interdit de boire parce que l'eau est polluée. C'est de la blague, aucun doute possible. On veut se payer notre tête avec cet écriteau. Ils savent que nous mourrons de soif et ils nous mettent dans une chambre avec un robinet et Wassertrinken verboten. Je bois résolument et invite les autres à en faire autant. Mais il me faut recracher. L'eau est tiède, douceâtre et nauséabonde. C'est cela l'enfer. Aujourd'hui, dans le monde actuel, l'enfer, ce doit être cela, une grande salle vide, et nous qui n'en pouvons plus d'être debout. Et il y a un robinet qui goûte avec de l'eau qu'on ne peut pas boire. Et nous qui attendons quelque chose qui ne peut être que terrible. Et il ne se passe rien. Il continue à ne rien se passer. Comment penser? On ne peut plus penser. C'est comme si on était déjà mort. Quelques heures s'assoient par terre. Le temps passe, goutte à goutte. Ce livre est d'une puissance évocatrice incalculable, un plaidoyer inégalable à préserver coûte que coûte pour les générations futures. Ne jamais oublier. J'ai eu la chance de n'être déporté à Auschwitz qu'en 1944, écrira-t-il. Des mots qui font mal. Comment peut-on employer les mots chance et déportation dans une même phrase, des mots étant inexorablement contraires l'un de l'autre? Qu'on imagine maintenant un homme privé non seulement des êtres qu'il aime, mais de sa maison, de ses habitudes, de ses vêtements, de tout en fait, littéralement de tout ce qu'il possède. Ce sera un homme vide, réduit à la souffrance et au besoin, dénué de tout discernement, oublieux de toute dignité, car il n'est pas rare, quand on a tout perdu, de se perdre soi-même. Ce sera un homme dont on pourra décider de la vie ou de la mort, le cœur léger, sans aucune considération d'ordre humain, si ce n'est tout au plus le critère d'utilité. On comprendra alors le double sens du terme camp d'extermination et ce que nous entendons par l'expression toucher le fond. Ce récit autobiographique, marqué par une profonde réflexion sur la mémoire et l'histoire, reste un avertissement puissant et intemporel contre les atrocités de la guerre et l'oubli. Dans ce livre, pas de haine envers les Allemands, mais une analyse de la nature humaine dans l'état de malheur absolu. Peut-être que ce qui s'est passé ne peut pas être compris, et même
ne doit pas être compris dans la mesure où comprendre, c'est presque justifié. Puisse l'histoire des camps d'extermination retentir pour tous comme un sinistre signal d'alarme.